Bienvenue dans cette nouvelle séance consacrée à l'aménagement du territoire. C'est la séquence 3 du programme de géographie de la classe de 3e et nous allons aborder aujourd'hui la séance inaugurale, une séance assez courte, une séance qui va nous permettre de rentrer dans la problématique du sujet. Comment lutter contre les déséquilibres et les inégalités des territoires métropolitains et ultramarins. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mis une petite image de la région Auvergne en fond d'écran. Pas uniquement parce qu'on est des Auvergnats, nous sommes des Auvergnats, mais tout simplement parce que nous allons pouvoir découvrir à travers cette image un premier aspect tout simple de l'aménagement du territoire. Quand on est une petite région centrale sur le plan géographique, certes, mais excentrée un peu en marge sur le plan du peuplement, de la mise en valeur du territoire, du développement économique, c'est-à-dire quand on est un territoire des faibles densités rurales, avec les problématiques qui sont liées, je vous renvoie à la séquence première du programme, c'est-à-dire une population qui vieillit, des jeunes qui ne trouvent pas de travail et qui déménagent, les déserts médicaux, etc. Quand on a une image un peu négative sur ce plan-là, quoi de mieux que de redorer son blason, que de redynamiser l'image de la région en voulant faire de l'Auvergne la première région 100% connectée en haut débit, s'il vous plaît, de France. Mais évidemment, si l'on veut que les 1 400 000 à peu près Auvergnats soient tous connectés à la fibre, ou l'équivalent technologique, eh bien évidemment c'est un travail de longue haleine pour les 4 départements qui forment la région Auvergne, et ça aussi un coût. Et ça va donc entraîner des enjeux majeurs sur le plan de l'aménagement du territoire. Et du coup, comment lutter contre les déséquilibres et les inégalités des territoires de métropole, mais aussi de la France de l'outre-mer, telle sera notre problématique sur l'ensemble de la séquence. Aujourd'hui, nous allons entrer tranquillement dans la séquence à partir d'une carte que nous allons confectionner. Oui, en général, en géographie, on finit par des cartes, la fameuse mise en perspective, mais rien ne nous interdit de débuter non plus une séquence par une carte si le sujet s'y prête. Or là, l'aménagement régional du territoire s'y prête, puisque les régions françaises ont été refondues en 2016, et on va donc commencer par travailler cette carte des nouvelles régions françaises depuis le 1er janvier 2016. Mais on ne va pas bâtir la carte juste pour bâtir la carte, ce ne serait pas très intéressant. Nous allons nous servir de la carte des nouvelles régions administratives françaises comme d'un prétexte, au fond, pour découvrir ensemble quelques exemples d'inégalités régionales, des inégalités de puissance, de rayonnement, entre les régions françaises de métropole, que ce soit sur le plan démographique, sur le plan économique par exemple, de l'offre culturelle, de l'accès à Internet, on peut multiplier les exemples, parce que s'il n'y a pas d'inégalité régionale, il n'y a pas besoin d'aménager véritablement le territoire. C'est parce qu'il y a des inégalités, des déséquilibres, j'oserais presque dire des injustices, qu'il est nécessaire de procéder à des correctifs, à des corrections, autrement dit des aménagements du territoire.
Et là, en l'occurrence, nous allons nous demander, avec cette nouvelle donne, cette mise à jour de la carte des régions françaises de 2016, on va se demander quelles sont les régions qui sortent du lot, hein, sur les plans territorial, démographique et économique, c'est-à-dire quelles sont les régions gagnantes, véritablement gagnantes, et puis, à contrario, en faisant apparaître les régions gagnantes, on fera aussi apparaître les régions perdantes. Alors, vous avez sous les yeux une carte qui appartient désormais à l'histoire d'une certaine manière, puisqu'il s'agit de la carte des régions administratives françaises telles qu'elles existaient depuis les années 1970 officiellement, mais telles qu'elles existaient en fait depuis la Libération. Carte qui comporte donc 22 régions administratives pour la métropole, et vous reconnaissez en plein milieu de la métropole notre région Auvergne avec ses 4 départements. Ajoutons à cela les régions de la France ultramarine, l'outre-mer, ce qu'on appelle souvent encore les dom-toms. Mais là, cela fera l'étude d'une autre séquence à part, la prochaine, puisque la prochaine séquence sera consacrée à l'aménagement régional, mais de l'outre-mer, de la France ultramarine. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur la métropole. La question du redécoupage régional français a été très longtemps un serpent de mer dans les médias, dans la presse d'information. C'est un sujet sur lequel on revient très régulièrement, pour lequel on se passionne pendant quelques jours, sur lequel on se divise en partisans et en adversaires, et puis on passe à autre chose, et on n'en parle plus, avant d'en reparler à nouveau, pour ne pas agir quelques mois ou quelques années plus tard. Bref, ce redécoupage régional s'est longtemps fait attendre, mais j'allais presque dire à la surprise générale, il est rentré enfin en vigueur le 1er janvier 2016. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, on est passé de 22 régions en métropole à seulement 13. Alors, comme la France n'a pas rétréci entre le 31 décembre 2015 et le 1er janvier 2016, eh bien, il faut en conclure que si le puzzle est resté de même dimension, s'il y a moins de pièces, eh bien, c'est que les pièces du puzzle sont plus grosses qu'auparavant, et qu'il y a donc eu des fusions entre certaines régions, pas toutes, hein, notamment l'Île-de-France n'a pas changé de taille, ne s'est pas agrandi ni n'a rétréci d'ailleurs, mais on voit par exemple que 3 régions ont fusionné dans le quart nord-est de la France, Champagne-Ardenne, Lorraine-Alsace, et qui ont fusionné toutes les 3 pour donner la région Grand Est. Et si vous cherchez plus près de nous, eh bien, ce qu'il est advenu de la région Auvergne, vous le savez aussi bien que moi, la région Auvergne est devenue l'ARA, c'est-à-dire l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est une pièce d'un ensemble beaucoup plus vaste aujourd'hui. L'idée étant de permettre aux collectivités régionales de faire des économies en gérant des territoires beaucoup plus importants, beaucoup plus peuplés aussi. Bon, mais malheureusement, comme souvent en France, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, et d'économies, il n'y en a pas eu nécessairement.
Néanmoins, vous êtes gagnant puisque vous qui devez connaître la carte des régions françaises pour le brevet, et pas d'ailleurs seulement que pour le brevet, parce qu'on peut quand même attendre d'un futur citoyen qu'il maîtrise quelques connaissances fondamentales de géographie, comme notamment la connaissance quand même des grands ensembles régionaux français, eh bien, au lieu d'avoir à mémoriser 22 régions, vous n'en avez plus que 13 pour la métropole. Si le redécoupage de la carte administrative des régions françaises a été si longtemps différé, promis, puis ajourné, eh ben c'est parce que, comme tout redécoupage, forcément, il y a des gagnants et il y a des perdants. Donc il y a des heureux et il y a des malheureux. Et c'est au passage ce que nous montre la carte que vous avez sous les yeux, hein. Vous voyez des points rouges, et les points rouges, ce sont les points de tension géopolitique liés au découpage qui a été amorcé en 2014. Il a fallu 2 ans pour se mettre d'accord. Ben oui, parce qu'au départ, les gens, ils n'étaient pas tous d'accord. Vous avez notamment la Bretagne qui, pendant un moment, réclamait, enfin qui réclame toujours d'ailleurs, les pays de la Loire, qui considèrent qu'ils sont bretons. Bon, les pays de la Loire, d'ailleurs, on n'a pas trop su quoi en faire parce que les Bretons la réclamaient, la Nouvelle-Aquitaine la réclamait, il a même été question de l'intégrer à la région Centre-Val-de-Loire, puis finalement on l'a laissée toute seule. Ça donnait lieu à des tractations, des manifestations sans fin pendant 2 années. Vous avez eu aussi les Alsaciens, par exemple, qui rêvaient de former une région à eux tout seuls, et ils n'avaient pas envie d'être intégrés aux Lorrains ou aux Ardennais, par exemple. Bon, champenois ardennais. Et quand on leur disait, oui, mais la région Alsace, c'est trop petit, bah, ils répondaient, bah, et la Corse, alors, c'est pas bien plus grand. Bon. Pareil pour la future région Occitanie. Les Toulousains n'ont pas été mécontents d'apprendre que Toulouse deviendrait capitale de la région. Par contre, les Montpelliérains, eux, ont fait triste mine parce que, évidemment, il fallait bien qu'une des deux capitales disparaisse au profit de l'autre. Et donc, à Montpellier, on l'a assez mal pris. Bon, et quand à la région, l'ex-région Auvergne, et bien évidemment, Clermont a perdu son statut de capitale régionale au profit de Lyon. Mais là, il n'y avait pas vraiment photo. Lyon, deuxième ville de France, le match était perdu d'avance pour Clermont-Ferrand. Et puis, vous avez eu aussi quand même quelques régions pour lesquelles rien n'a changé, c'est celles qui sont en gris sur la carte, hein. Donc Bretagne, Pays de la Loire, j'en ai parlé tout à l'heure, région Centre, Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA, et la Corse. Alors, comme les noms des régions ne sont pas marqués, vous avez peut-être un tout petit peu de mal à suivre, d'où l'intérêt de bâtir ensemble la carte qui vous permettra de savoir finalement de quoi on parle. Alors normalement vous disposez de ce fond de carte qui vous attend dans votre espace ENT, c'est la planche 1 de la nouvelle séquence. Et donc nous allons bâtir ensemble la carte des nouvelles régions françaises depuis le 1er janvier 2016. Alors, je ne vais pas faire une diapo par région, hein. Je les fais apparaître toutes d'un coup, avec leur capitale de région. Donc mettez-moi sur pause le temps de recopier tranquillement la carte. Respectez bien la typographie s'il vous plaît, c'est-à-dire que les noms des régions sont en majuscules, à l'encre noire,
et que les noms des capitales régionales sont en minuscules à l'encre bleue. Et si vous vous dites que oula, ça va faire beaucoup de choses à apprendre d'un coup, bah, faut dédramatiser. D'abord, je pense quand même que, à moins d'être vraiment ignare en géographie, il y a quand même des noms de régions, l'Île-de-France, Bretagne, Corse, que vous connaissez déjà, probablement un peu. Ensuite, en ce qui concerne les noms des capitales régionales, oui, ça en fait 16 à connaître, mais comme la plupart sont aussi les noms des villes, des principales aires urbaines françaises, hein, pas toutes, mais Lille, Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Dijon, Strasbourg, déjà normalement ces villes-là, vous les connaissez. Après, il y a juste à rajouter Rouen, Orléans, Rouen pour la Normandie, Orléans pour le centre Val-de-Loire, et puis Ajaccio pour la Corse. Je crois qu'on a fait le tour après de la question, hein. Donc en fait, cette carte, elle n'est pas si compliquée que ça à prendre parce que normalement, vous en connaissez déjà une bonne partie. Il n'y a plus qu'à fixer dans votre mémoire le reste. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas juste se contenter, hein, en classe de troisième, on ne va pas juste se contenter de bâtir, j'allais dire presque bêtement, la carte des régions françaises. On va aller un petit peu plus loin dans l'analyse et on va se demander, justement, avec ce nouveau découpage, quelles sont les régions qui pèsent le plus sur le plan de la superficie. Bon, ça c'est pas compliqué, il suffit de regarder la carte, hein, elle va vous le dire, vous allez bien être en mesure de voir quelles sont les régions qui sont les plus vastes et celles qui sont les plus petites, mais aussi en termes de population, quelles sont les régions les plus peuplées, les moins peuplées, quelles sont les régions qui produisent le plus de richesses ou quelles sont les régions les plus pauvres au regard du PIB, du produit intérieur brut. Et puis voilà, on peut multiplier à l'infini. On pourrait même faire, si la fantaisie nous prenait, une carte du rayonnement footballistique, après tout, avec les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Après tout, ça serait tout à fait justifié. Le but, c'est de faire apparaître, encore une fois, les déséquilibres, les inégalités entre les nouvelles régions. Parce que parfois, des régions ont profité du réaménagement administratif pour se renforcer. Et puis d'autres, faut bien le reconnaître, ne se sont pas renforcés et se sont même parfois encore affaiblis. Alors si on regarde la carte des régions administratives françaises au regard de la superficie, bon, on peut se servir des chiffres, hein, les milliers de kilomètres carrés, mais j'allais dire, c'est presque une précision inutile parce que la carte doit bien nous permettre quand même de voir que, par exemple, l'Île-de-France, avec la Corse, sont les deux régions de métropole les plus petites. Mais vous allez voir qu'en particulier pour l'Île-de-France, il ne faudrait pas en tirer des conclusions fausses. Parce que vous allez voir que l'Île-de-France, c'est peut-être une toute petite région sur le plan de la superficie, mais pour le reste, c'est pas une naine, la région Île-de-France, hein, bien au contraire. Donc l'Île-de-France, la Corse sont des régions de faible superficie. Je vous ferai remarquer également que vous avez aussi le code des couleurs qui vous permet d'identifier les régions les plus faiblement ou les plus
grandement étalée dans l'espace, hein, puisque plus la région est enfoncée, plus la région est vaste, plus la région est en couleur pâle, palichonne, plus la région est petite. Donc on voit très clairement que l'Île-de-France et la Corse constituent un extrême et que l'immense région, alors à l'époque elle n'avait pas encore son nouveau nom de Nouvelle-Aquitaine, elle s'appelait encore Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine. Et ben, ça prouve bien une chose, hein, c'est qu'on faisait 3 régions pour le prix d'une, donc c'est une région qui est assez immense. Et encore, il avait même été question pendant un temps de lui adjoindre les Pays de la Loire. Donc là, ça aurait fait une super région. Et juste après, Nouvelle-Aquitaine, eh bien, 2 autres régions, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, là encore qui a changé de nom pour devenir l'Occitanie. Et enfin, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui constitue la 3e région la plus vaste de France. Donc pour l'Auvergne, eh bien, qu'est-ce que ça change? Eh bien, une région de taille très très moyenne, hein, même un peu en dessous de la moyenne, qui est intégrée dans une des régions maintenant les plus étendues de France. Si on passe maintenant à un critère peut-être plus important, celui du peuplement, du nombre d'habitants, la population. Alors là, c'est le même principe. Elles sont bien faites ces cartes, hein, sinon je ne vous les proposerai pas. Donc non seulement on a le nom de la région, même si ces noms, encore une fois, ont été amenés à changer, hein, parce que Nord-Pas-de-Calais, Picardie, c'est devenu les Hauts-de-France. Champagne, Ardennes, Lorraine, Alsace, ils ont bien compris qu'avec un nom pareil, ça pouvait pas aller. Donc ils ont décidé de s'appeler Grand Est et on leur en voudra pas. Bon, donc les noms sont peut-être pas tout à fait les bons, mais on a le nombre d'habitants et puis là encore on a le code couleur qui est assez logique. Plus la région est peuplée, plus la plate couleur, plus la plage de couleur est foncée, et inversement, plus la population est faible et plus la couleur est palichonne. Et là encore, eh ben, il y a des grands extrêmes, hein, parce que la Corse est de très loin, la région la moins peuplée de France, hein, 300 000 habitants, c'est peu, ça ne représente pas plus finalement que la population du département de l'Allier, mais l'Allier c'est qu'un département, c'est pas une région. Bon, vous me direz, la Corse, au fond, ça n'est jamais que 2 départements, hein, réunis en une seule île. Après, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit que l'Île-de-France prend très clairement sa revanche. Parce que elle, qui est une des plus petites régions en termes de superficie, est de très très loin la région la plus peuplée de France, hein, avec environ 12 millions d'habitants, ce qui fait quand même à peu près un Français sur 5. Et d'ailleurs, faites l'expérience, demandez-vous, est-ce que vous n'auriez pas un membre de votre famille qui vit justement en Île-de-France, pas forcément Paris, hein, en région Île-de-France, c'est-à-dire Paris plus les banlieues. Donc probablement que vous devez être un certain nombre dans ce cas. Et ça explique d'ailleurs au passage pourquoi lors du redécoupage de 2016, il n'a pas été question le moins du monde d'agrandir, d'étaler dans l'espace la région Île-de-France. Parce que la région Île-de-France est déjà, par rapport aux autres, déjà bien trop peuplée. Donc si on lui avait adjoint la Picardie, c'est-à-dire le nord de l'Île-de-France, ou si on lui avait adjoint une partie de la région centre, Val-de-Loire, ou une partie de la Champagne ou de la Bourgogne, eh bien on aurait eu une région qui aurait encore plus écrasé la concurrence, si je puis dire, qui aurait encore plus écrasé les régions voisines. Et justement, le but c'était plus de corriger les inégalités que de les aggraver, dans le cas de la région parisienne. La deuxième région la plus peuplée, après, eh ben tiens, c'est encore l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors évidemment, vous l'aurez compris,
c'est pas grâce à la région Auvergne, hein, c'est quand même plutôt grâce à la région Rhône-Alpes, mais l'ensemble auvergnat-rhône-alpin constitue la deuxième région la plus peuplée de France, devant les Hauts-de-France, c'est-à-dire l'ancien Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et on voit que l'ouest de la France, en particulier les régions de Normandie, de Bretagne, Pays de la Loire, sont assez faiblement peuplées, tout comme le centre Val-de-Loire, Bourgogne-Franche-Comté. C'est-à-dire que l'ouest et le sud de la banlieue, si je puis dire, de l'Île-de-France sont des régions peu peuplées. Si on prend maintenant le critère du PIB ou du PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut. Alors, ce que j'aime bien avec cette appellation, c'est que quand on sait ce que veut dire PIB, eh ben, on n'est pas plus renseigné qu'avant. Le PIB, c'est-à-dire l'ensemble des richesses produites chaque année par un pays, grâce à son agriculture, grâce à son industrie, grâce à son commerce. Bon. Et si on veut savoir ce que ça représente pour chaque habitant, ben, une fois qu'on a le PIB total, en milliards d'euros, ben, on divise par le nombre d'habitants. Et ça peut être très pratique pour savoir si on a affaire à des populations riches ou à des populations pauvres. C'est un des critères, le PIB par habitant, je vous le rappelle, de l'indicateur du développement humain, l'IDH, que vous avez étudié quand vous étiez en classe de 5e. Bon. Donc on a l'ensemble des richesses produites pour chaque région. Alors les chiffres remontent à 2012, j'aurais aimé avoir des choses un peu plus récentes, mais bon, ben, j'ai pas trouvé, donc dès que j'aurai des chiffres plus précis, plus récents surtout, je changerai mes cartes. Alors qu'est-ce que l'on voit, sachant que ça fonctionne comme d'habitude, plus la plate couleur est foncée, plus la plage de couleur est foncée, plus la région est riche, plus la plate couleur est palichon, plus la région est pauvre. Et bien on voit que là encore les extrêmes sont les mêmes. La région Île-de-France écrase, il n'y a pas d'autre mot, hein, la région Île-de-France écrase du point de vue richesse le reste du pays. Hein. On a une inégalité terrible entre la capitale et la province, parce que la deuxième région la plus riche, c'est toujours l'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous voyez qu'il faut croire que l'Auvergne a quand même gagné en intégrant, en fusionnant avec Rhône-Alpes. Elle y a peut-être perdu sa capitale Clermont, mais elle y a quand même gagné certainement dans d'autres domaines. Mais quel fossé entre les deux! Parce qu'en arrondissant un peu les chiffres à la louche, la région Rhône-Alpes, elle est quand même presque 2,5 fois, 3 fois plus pauvre, ou moins riche, si vous préférez, que la région Île-de-France. Et après, alors là, c'est pareil, hein, quel fossé entre le deuxième et la troisième région. Vous retirez 100 milliards d'euros pour arriver à la Nouvelle-Aquitaine. Et donc la Nouvelle-Aquitaine est peut-être la région la plus vaste de France. C'est aussi peut-être une région peuplée, mais pas la plus peuplée, mais c'est pas non plus la région la plus riche. Autrement dit, la superficie, ça fait pas tout. Ceci dit, quand on regarde la Corse, on a affaire à une petite région en termes de superficie, très peu peuplée, et c'est aussi la région qui crée le moins de richesses en métropole. C'est très net, 8 milliards d'euros, c'est-à-dire presque 9 fois moins que l'avant-dernière région, qui est le centre Val-de-Loire. Donc là, il y a un fossé terrible. Et on voit bien les inégalités régionales. Je vous propose, parce qu'on ne va pas non plus faire 50 cartes, je vous propose une dernière carte qui est celle de la pauvreté. Alors cette fois-ci en pourcentage de la population. Je vous rappelle que le seuil de pauvreté, c'est une définition qui est assez élastique, qui peut varier d'un pays à l'autre, et que pour faire simple, le seuil de la pauvreté, selon que vous êtes considéré comme pauvre ou pas, en France, c'est à peu près 860 € par mois.
c'est-à-dire un peu moins de 30 € à dépenser par jour. Ça correspond à peu près aux minima sociaux. Alors pourquoi cette carte? Eh bien tout simplement parce que le PIB par région c'est bien, mais ça ne veut pas tout dire, hein. C'est pas parce qu'une région produit de la richesse que ses habitants sont forcément riches. Ça peut contribuer évidemment, mais pas forcément. Donc il vaut mieux être prudent et vérifier que les informations correspondent ou pas. Et si on regarde la pauvreté, alors là il faut être très vigilant parce que l'aplat de couleur le plus foncé, c'est pour le nombre de pauvres le plus élevé. Plus il y a de pauvres, plus les plages de couleur sont foncées. Bon, ça paraît logique. Donc à ce titre-là, par exemple, les pauvres sont les moins nombreux en Bretagne et en Pays de la Loire. Mais justement, c'est tant mieux. C'est-à-dire que le but du jeu, si je puis dire, enfin c'est pas vraiment un jeu, mais le but du jeu, ça serait d'avoir le moins de pauvres possible dans sa population. Donc ça veut dire que la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, alias les Hauts-de-France, avec près de 20% de pauvres, c'est-à-dire un habitant sur 5 dans la pauvreté, eh bien, il n'y a pas de quoi pavoiser, il n'y a pas de quoi s'en féliciter. En réalité, c'est le pire résultat national, avec la Corse. La Corse, c'est même pire d'ailleurs, maintenant que j'y pense. La Corse est à 19,2%, c'est même pire. Donc décidément, la Corse, elle n'est pas gâtée, hein. Plus petite région, la moins peuplée, qui produit la moins de richesse et qui compte le plus de pauvres en France. Et l'Île-de-France, eh bien l'Île-de-France est plutôt dans des régions intermédiaires, c'est-à-dire pas parmi les régions qui comptent le plus de pauvres, mais pas parmi les régions qui en comptent le moins. Voilà. Et l'Auvergne-Rhône-Alpes peut s'en tire honorablement. Elle ne fait pas partie des régions qui comptent le moins de pauvres, mais avec 12,7% de pauvres, elle est quand même dans les régions les moins touchées, les moins menacées par la pauvreté. Alors du coup, si l'on fait maintenant la synthèse de ces cartes et que l'on cherche à déterminer quelles régions sortent finalement renforcées par le nouveau découpage de 2016 et quelles sont celles qui ne sortent pas renforcées, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui sortent même parfois perdantes et affaiblies par ce découpage. Et si on utilise le code vert pour les régions renforcées, le code rouge pour les régions qui ne sont pas renforcées, eh ben, ça nous donne à peu près ceci. C'est-à-dire que, donc, vous l'avez compris, hein, j'ai fait à chaque fois le top 5, aussi bien pour la superficie sup que pour la population pop que pour la richesse, le PIB. Et donc les régions qui se retrouvent dans le top 5 sur au moins 2 des critères, sinon les 3, eh bien font partie logiquement des régions qui sortent renforcées. Donc on retrouve l'Île-de-France, qui est certes une des plus petites en termes de superficie, mais qui se rattrape largement sur le reste. Et puis après, on a la région Rhône-Alpes. Et c'est vrai que pour l'Auvergne, finalement, c'est une chance d'avoir fusionné avec Rhône-Alpes, parce que la région Auvergne-Rhône-Alpes, finalement, donc, est l'une des plus importantes de France aujourd'hui, sur bien des titres, à bien des plans, sur bien des plans, pardon, à bien des titres. Voilà, c'est l'émotion, je me mélange. La Nouvelle-Aquitaine aussi est une des régions phares du nouveau découpage administratif, ainsi que la région Occitanie, c'est-à-dire plutôt, à l'exception de l'Île-de-France, plutôt la moitié sud du pays. Après, ben, vous avez les régions perdantes, hein, c'est-à-dire l'outre-mer français, qui n'a rien gagné au redécoupage. Bon, le fait qu'on ait affaire à des îles évidemment à limiter les possibilités de redécouper le territoire ultramarin, c'est clair. Après, on a
j'allais dire, une petite moitié nord du pays, nord-ouest avec la Normandie, qui n'a pas réussi, malgré la fusion de la basse et de la haute Normandie, à finalement à peser sur le plan ni de la superficie, ni de la population, ni du PIB. La Bretagne, puis cette ligne horizontale qui va des Pays de la Loire à la Bourgogne-Franche-Comté, en passant par Centre-Val de Loire. Alors, il y a deux régions qui ne font partie ni des grands vainqueurs ni des grands perdants, et deux régions majeures, hein, que sont les Hauts-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec même une troisième région qui pourtant est l'addition de trois anciennes régions, c'est le Grand Est, hein, même en additionnant Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace, eh bien, il n'y a guère que pour la superficie que cette région pèse véritablement, parce que sur le plan de la population et de la richesse, eh bien, elle est entre les deux. C'est pour ça qu'on la laissera en blanc. Voilà. Eh bien, écoutez, voici un premier aperçu des inégalités, des déséquilibres du territoire métropolitain et même ultramarin français. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance consacrée à un réaménagement, celui du Mont Saint-Michel. À bientôt!